Le mois d'août des Monégasques démarre sur de bonnes bases. Des succès face à Bordeaux et Bastia contre un accident de parcours à Lyon qui n'a rien d'inquiétant. Et voilà les joueurs de la Principauté qui débarquent dans la capitale pour aller défier le PSG. Sans trembler et avec cette insouciance désarmante qui en déstabilisera plus d'un cette saison. Dans l'antre du Parc des Princes, elle sera pourtant mise à l'épreuve, une constante depuis le début de l'aventure. Face à un PSG que l'on classe parmi les prétendants au titre et qui rate totalement son début de saison, Monaco va faire sa loi. Mais cette loi a un prix. Le genou de Nanda est sacrifié sur l'autel de la victoire, et ce dès l'entame de match. Son bourreau est en plus un ancien de la maison. José Carl Pierre Fanfan, dans un geste involontaire, brise le genou de son ex-coéquipier, en même temps qu'il brisera sa destinée. Car après cette terrible blessure, la carrière de Nanda ne sera définitivement plus la même. Il se dit alors que le Congolais ne rejouera plus de la saison. Regardez le tac. Est-ce que on peut pas dire que... Oh là là, oh là là. Oh mon Dieu, c'est sur le genou. Oh là. Ouais, il y a fracture. Ah, il y a une torsion terrible, terrible. Face au coup du sort, les Monégasques sont perturbés et encaissent rapidement le premier but de la rencontre par l'inévitable Paoletta. Il leur faudra 20 bonnes minutes pour se remettre la tête à l'endroit. Ils parviennent de nouveau à faire corps et reviennent dans le match par un Djouli qui exulte. Ils partent côté gauche, ils finissent côté gauche. C'est bien ce qu'a fait Cissé pour El Fakiri. Le centre d'El Fakiri de ses poteaux de Djouli. Égalisation, Ludovic Djouli. Dans la foulée, Adebayor donne l'avantage à l'ASM. Au retour des vestiaires, Paris recolle au train grâce à Reynaldo, mais les Monégasques ont du cœur et vont le démontrer. Ils partent à l'assaut des buts parisiens et le troisième but signé Schilacci ne se fait pas attendre. Dans le temps additionnel, Djouli porte le coup de grâce. La frappe de Zico, ça a été contré. Zico s'est battu pour offrir ce ballon à Djouli. La frappe de Djouli, le but. Et le but de Ludovic Djouli. Le but du 4-2. Et le capitaine monégasque qui entérine la victoire des vice-champions de France. Et on pourrait presque dire, Thierry, que c'est Zico ce dernier. Pour Chabat, ils vont glaner un succès mérité, mais les cœurs sont lourds. La joie du succès est ternie par la grave blessure de Chabat, dira Deschamps. Roten affirmera plus tard que dans de pareilles circonstances, lui et ses coéquipiers n'auraient sans doute pas battu Paris la saison dernière. À une semaine de la fin du mercato, Monaco se lance dans une course contre la montre. La quête d'un attaquant capable de remplacer au pied levé son meilleur buteur. Ce remplaçant, ce ne sera pas Marco Simone. Le Transalpin est en froid depuis de longs mois avec Didier Deschamps et s'entraîne à l'écart. La brouille entre les deux hommes remonte à loin. Deschamps regrette de l'avoir confirmé comme capitaine lors de son arrivée, ce qu'il considérera comme sa plus grande erreur. L'année suivante, et sous l'impulsion de Jeannot Petit, chacun fait un pas vers l'autre. Le rabibochage ne durera qu'un temps. Un soir de novembre 2002, une expulsion précoce de Flavio Roma face au Havre pousse Deschamps à faire sortir l'exubérant attaquant qui entre alors dans une colère noire. Le surlendemain, Simone ne décolère pas et va signer son arrêt de mort. « Tu ne me serres plus la main, tu n'es pas un homme, tu es une merde », fulmine l'Italien. Le champion de France 2000 est de plus en plus isolé. Ceux qui l'avaient embrigadé avec lui dans sa fronde contre Deschamps finissent par partir, et Campora, son plus grand soutien, a lui aussi quitté le navire. Le Deschamps coupeur de tête n'est jamais loin. L'occasion de porter le coup de grâce à Simone est imminente. Le natif de Bayonne va obtenir gain de cause auprès de Svara. Très bien, je vous suis. Faisons comme vous voulez, pas de problème, sera la formule laconique du président racémiste. Simone et Tricard
et obtient la coquette somme de 3 millions d'euros pour résilier son contrat avec Monaco. Il ne sera plus jamais performant au plus haut niveau. Deschamps, tout heureux de s'être débarrassé de ce caillou dans sa botte, peut enfin se lancer à bride abattue vers une nouvelle recrue. Il jette son dévolu sur Giovanni Elber. International brésilien de 31 ans, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2001, Elber possède une expérience non négligeable de cette compétition dont le groupe monégasque manque cruellement. Meilleur buteur de Bundesliga la saison passée, l'attaquant est encore en forme, mais de manière surprenante, il est poussé sur le banc par Roy Mackay que le club bavarois vient d'enrôler pendant l'intersaison. Une situation qui ne sied guère aux Brésiliens et qui cherche une porte de sortie. Monaco est rapidement sur les rangs, mais en cette fin de mercato, d'autres clubs sont à l'affût. Jean-Michel Aulas doit remplacer Sonny Anderson et a promis une pointure à l'OL, tandis que Marseille cherche encore son grand attaquant. Mais sur le marché des transferts, un autre joueur est poussé vers la sortie, Fernando Morientes. Entre Monaco, Lyon, Elber et Morientes, un jeu de dupes s'installe. Monaco et Deschamps font d'Elber leur priorité, tandis qu'Aulas et Lyon étendent leur filet tous azimuts en Europe. Pendant que le président rhodanien se met d'accord avec Morientes et le Real Madrid, il continue de négocier dans le même temps pour Giovanni Elber. Subitement, Aulas ne donne plus de nouvelles au Real Madrid. Au lieu de s'envoler pour la capitale espagnole et signer l'attaquant merengue comme cela était convenu, il décide de s'aligner sur les exigences du Bayern pour Elber, convaincu par la forte communauté brésilienne du vestiaire lyonnais. Monaco, qui pensait rafler la mise et avait envoyé une délégation à Munich pour entériner la signature du Brésilien, se retrouve dans un jeu d'enchères et au pied du mur. Les restrictions de la DNCG plus tôt dans l'été se font sentir. Ne pouvant s'aligner sur la contre-proposition des Allemands, le club de la Principauté doit s'effacer au profit d'Aulas, qui annonce immédiatement l'accord avec le joueur. Uli Hoeneß, le manager général du Bayern, confirme que l'offre lyonnaise est supérieure à tout point de vue de celle monégasque. Laissés pour compte, Morientes et Monaco vont trouver un accord de circonstance. Et il est vrai que l'attaquant espagnol a aussi des arguments à faire valoir. Plutôt que de débourser 4 millions sur Elber, l'ASM obtient le prêt de Morientes et la prise en charge de 2/3 du salaire par le Real Madrid. Voilà une belle affaire. L'épisode va néanmoins provoquer l'ire de Didier Deschamps. Le technicien français va publiquement se plaindre du rôle joué par certains en interne dans l'échec du dossier Elber, notamment Jérôme de Bontin. Pour l'homme d'affaires franco-américain, Deschamps et son agent Wirtz sont trop gourmands, alors qu'il faut se montrer économe en ces temps de vache maigre. Il oblige Pierre Svara à trancher. On doit savoir dire non aux prétentions exagérées de certains joueurs et de leurs agents. Elber, c'était trop cher. On ne l'a pas fait. Et de mon point de vue, personne n'a gagné ni perdu. Bien que Deschamps soit d'une nature rancunière, il va néanmoins se consoler avec la venue de Morientes, et comme beaucoup, tomber sous le charme de l'élégance de Libère. Morientes venait d'arriver et n'avait pas besoin de s'affirmer, de se mettre en avant, déclare-t-il. Son état d'esprit général, ce qu'il dégageait, était largement suffisant pour que les autres voient quel genre de pro il était. Il poursuit. Je me souviens de son premier jour à Monaco. Il arrive du Real Madrid. On est à la Turbie, au centre d'entraînement. On est dans les mobil-hommes, il pleuvait, ça coulait de partout. Il y avait un seau au milieu de la salle de soins pour récupérer l'eau. Il me dit en rigolant « Coach, c'est là qu'on prend la douche ?» Le fait qu'il s'adapte vite, qu'il fasse tout de suite cette plaisanterie, c'était la preuve d'un bon état d'esprit. Sous les yeux de l'Espagnol, Monaco bat Metz au stade Louis II le dernier jour d'août par la plus petite des marges grâce à Schillaci et s'empare du fauteuil de leader de la Ligue 1. Monaco tient enfin son joueur de classe pour remplacer Nonda. Avec Morientes, tout devient possible, comme dira Giuli. Il ne reste plus qu'à attendre les grandes premières échéances du mois de septembre pour faire parler la poudre.